Bonjour à tous et bienvenue. Désolé pour la voix, comme vous pouvez le voir, je suis malade. Néanmoins, le thème dont on va parler aujourd'hui me rend encore un petit peu plus malade. C'est la manière dont le monde de football cherche à manipuler tous les réseaux sociaux et l'importance que cela a pris. Alors on le voit notamment sur Twitter, ou X comme vous voulez, puisqu'il y a vu la documentation d'équipes qui ont fait appel à des sociétés externes pour créer des armées numériques. On peut penser au Barça, au PSG, et globalement il y avait quand même un côté absolument risible, puisque c'était des montages qui n'avaient pas un réel impact. Néanmoins on voit que ces clubs avaient une stratégie presque d'harcèlement vis-à-vis de certaines personnes, et aussi de tout avis contraire. Sauf que ce que l'ancienne direction du Barça, ou ce qui s'est passé ces dernières années au Paris Saint-Germain, vous imaginez bien qu'il y a d'autres équipes qui ont fait la même chose. Et Twitter aujourd'hui est devenu un enjeu capital pour les clubs et tous les acteurs du monde footballistique. C'est bien simple, tout le monde est sur Twitter. Les clubs, les entourages des joueurs, les agents, les intermédiaires, les dirigeants, soit avec leur vrai compte, soit avec un faux compte. Donc ça, clairement, tout ce qui se passe sur Twitter a une influence dans la vie des clubs. Auparavant, on devait attendre le journal, l'équipe notamment en France pour voir les infos, etc. Aujourd'hui, le tweet est plus important que l'article de par l'instantanéité. C'est-à-dire que même tout ce qui concerne pour les transferts, comme je vous dis à l'époque, on devait attendre le journal, le dimanche, il y avait une émission le matin, je crois, de transferts sur RMC ou que sais-je encore. Aujourd'hui, on va directement passer sur Twitter avec des comptes dits spécialisés ou non. D'ailleurs, vous avez dû remarquer que depuis quelques temps, et surtout en amont des périodes de mercato, on a des tweets pour glorifier certains joueurs, voire certains agents, ou pour agiter certaines rumeurs. Mais en fait, c'est un processus vieux comme le monde, parce qu'auparavant, ça sortait davantage dans des médias classiques. Alors, il y a toujours des médias classiques qui le font, mais c'est aussi renforcé par certaines personnes sur les réseaux. Bien évidemment, à ce jeu-là, on est obligé de parler de Fabrizio Romano et du business que cela peut générer. Selon des enquêtes publiées au Danemark et en Norvège, Fabrizio Romano, à travers une tierce personne, sollicite à peu près 1000 € pour un post sur ses réseaux et 5500 pour une vidéo annonçant la signature d'un joueur. Alors je crois que ce dernier avait démenti cela ou que sais-je encore, néanmoins les enquêtes étaient très documentées et posaient un véritable souci également de certains conflits d'intérêts et d'autres tweets qui posaient question, notamment l'insistance qu'il avait vis-à-vis de Jonathan David. Alors, j'en ai pas parlé avec l'intéressé, on a parlé d'autres choses qui, à l'époque, quand même, avaient sorti aussi plein de choses. Certains vont l'accuser de copier-coller, etc. Il vous dira que non, qu'il travaille beaucoup. Mais le souci qu'il y a avec Fabrizio Romano, c'est même pas tant lui, c'est en fait le business qu'il génère derrière. Et tant mieux pour lui. Mais pourquoi je dis que c'est un souci? C'est qu'il y en a plein qui s'improvisent Fabrizio Romano, parce que celui-ci, en effet, a une influence colossale et fait peur, en fait, au club. Et il y en a plein qui vont essayer de se servir de lui, qui vont lui filer des trucs, parce qu'il y a un impact. Et pourquoi je dis que c'est un souci? C'est que là, il y en a plein d'autres qui vont s'improviser des petits Fabrizio Romano pour monter un business pour des questions d'ego et surtout des questions de pognon. Et aussi parce qu'ils vont se faire mousser, ah mais regarde frère, je vais te donner telle info et tout. Et ce qui est très dangereux, c'est que des fois, tu as des escroqueries qui sont révélées à la face du grand jour sous les meilleurs auspices. Il y a quelques jours, on a parlé de Dade, ce fameux club belge qui est probablement le pire rachat, où ils ont fait forfait ce week-end parce qu'ils n'ont même pas d'argent pour organiser un match. Et on a eu Sacha Tavolieri, qui est en Belgique, qui a aussi fait à l'époque quelques placements de produits, etc., qu'on a vu sur RMC et sur d'autres médias. Sacha Tavolieri, il a donné la parole à Doudou Cissé, qui était le fameux investisseur, où il y avait d'ailleurs plein d'infos fausses. Pour le coup, ça aurait été intéressant de savoir à Rouen comment il faisait pour payer son loyer. Officiellement, il était dans un rachat de Liverpool à l'époque, que sais-je encore. Tout ça, c'était fumisterie. Là, on lit que c'était un banquier plus ou moins de Paris, qui gérait Kamavinga, qui voulait un club de Ligue 1, de ci, de là. Alors le journaliste en question pourra vous répondre, Sacha Tavolieri, qui donne la parole à tout le monde, etc. Ok, sauf qu'en fait ce qui est intéressant c'est que l'interview elle ne se fait pas dans un média, elle se fait en anglais directement sur un compte Twitter, ce qui montre très très bien ce que je vous explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les réseaux, tous les gens du milieu du foot veulent être dessus et veulent avoir de l'influence parce que Sacha Tavolieri est suivi par beaucoup de gens, notamment dans la partie francophone pour la Belgique. Donc en fait, on a souvent ce jeu-là mais qui avant se faisait déjà dans la presse. Dans le même temps, plus ce côté on va dire d'influenceurs ou que sais-je, on voit tous ces tweets potentiellement sponsorisés, il y a qu'est-ce que les clubs vont faire sur Twitter. Et là, il y a ces fameuses idées d'armée numérique. Donc on avait parlé du Barça, du PSG, moi je vous parlais de Manchester City. Ça, je l'avais évoqué dans ce livre-là, par exemple, l'industrie du foot 2, où en fait on a Nicolas McGeehan, qui est un journaliste, qui fait beaucoup également de choses liées aux droits de l'homme, qui avait documenté beaucoup de choses sur Manchester City et ses propriétaires. Il s'était pris une vague d'harcèlement et pour le décrédibiliser absolument inédite. Tariq Panja du New York Times a vu pareil, notamment pour toutes les potentielles règles enfreintes par Manchester City vis-à-vis du fair play financier, principalement en Première Ligue. Et donc en fait c'est une stratégie d'attaque de masse. Pourquoi Manchester City? Je rappelle les propriétaires émiratis, ils sont spécialistes du troll farming, on appelle ça, c'est-à-dire plein de comptes, des bots, etc. qui vont donner, c'est presque un essaim d'abeilles, et qui vont presque se ruer sur vous dès qu'il y a une voix un petit peu contraire. Le numérique, elle se fait comment? Soit tu fais avec des bots, c'est-à-dire des comptes que tu vas racheter, qui vont donner l'apparence humaine,
et qui sont gérés par des tierces personnes. Soit tu vas le faire carrément où tu as un réseau d'influence suffisant avec des gens ici et là, on peut penser notamment à Bordeaux où Havas, c'était la société qui avait été mandatée pour faire ça, va solliciter, faire des opérations d'influence avec des gens qui sont réels, qui sont potentiellement identifiables, qui vont essayer de répandre la bonne parole d'un dirigeant ou du club en question, avec aussi l'idée de décrédibiliser les autres et surtout de crier à la théorie du complot. C'est-à-dire que Twitter aujourd'hui dans le football, c'est un énorme complot permanent. C'est-à-dire que quand il y a une décision arbitrale qui vous va pas, quand il y a une décision de la DNCG qui va pas, quand il y a un journaliste qui dit quelque chose, c'est toujours la théorie du complot. On nous en veut, etc. Et on va agiter le secteur amoureux, la corde sensible du fan qui va traiter son club de football presque comme sa femme, comme sa maman, comme son papa ou qui sait ou que sais-je. Et quand il sent qu'on s'attaque au sien, à sa famille, et ben naturellement il va réagir, ce que je peux comprendre. Et donc c'est très facile d'essayer de décrédibiliser. Et d'ailleurs c'est assez comique parce que là on a parlé des gros clubs, mais prenez New York par exemple à l'époque. Quand j'expliquais toutes les carabistouilles, il y avait un compte qui s'appelait Le Petit Chamois, que connaissait un petit peu la direction, qui m'avait fait passer plus ou moins pour un espèce de Tintin nazi antisémite. Bon, c'est vrai qu'on a la même houppette, je l'avoue. Et ce compte-là, dès qu'il y avait quelqu'un qui osait mettre un avis contre, il se faisait reprendre, etc. Et ça fait qu'il y en a beaucoup, ils ne voulaient pas subir de colibets, de critiques, de pression, voire de harcèlement quand c'est dans d'autres clubs ou quand c'est plein de comptes qui vous attaquent. Donc c'est pour ça que souvent la meilleure solution, vous ne regardez pas vos notifications et comme ça, ça vous évite d'avoir à supporter tout cela. Mais je peux comprendre que ça soit lourd parce que le but il est simple, c'est de prêcher la bonne parole. Après, quand on parle de stratégie d'influence, je le comprends. Au PSG, par exemple, c'était l'idée, c'était tous les comptes qui avaient un petit peu d'influence, le club allait leur parler, etc. Ça valorise aussi les gens, je comprends. Il y a plein de gens sur Twitter qui se sentent valorisés parce que c'est leur rêve, c'est leur passion. Ça peut être Paris, ça peut être Marseille, ça peut être Lyon, que sais-je encore. Lyon, on rappelle que le surnom à l'époque avec l'ancienne direction, c'était le FC Twitter quand même, et que beaucoup de décisions ont été prises par le candidaton de Twitter. C'est une réalité. Comme pareil, quand Rudy Garcia, par exemple, là, pour Rennes, ça sort. Oh là là, les mecs ils voient que ça fait un tollé, donc ils disent non. Même si c'est vrai qu'il y avait aussi Sampaoli, mais il faisait partie de la shortlist, mais pourquoi aussi il a été écarté? C'est vis-à-vis de ce que ça a suscité sur les réseaux. Pareil à l'époque, quand c'est Gattuso qui doit revenir à Lyon, si je dis pas de bêtises avec Textor, ça suscite un tel tollé, les liens avec Mendes et tout, que finalement on se dit non, non, on va pas le faire. Donc Twitter a une influence absolument colossale aujourd'hui dans les choix des clubs. Donc pour reprendre mes exemples d'influence et des gens qui sont en effet contents, parce que souvent ce sont des simples fans, on va leur donner de l'intérêt et certains des fois vont un peu se perdre parce qu'ils vont se dire attends, mais t'as vu, il me traite, des fois t'as une place, des fois simplement le fait de parler à quelqu'un du club, c'était quelque chose qui était complètement inenvisageable un petit peu avant les réseaux. Et donc en fait on va distiller à travers un canal dit d'influence. Alors après ça peut être fait de manière on va dire presque pédagogique parce qu'il y en a qui veulent la manifestation de la vérité, ou d'autres simplement qui vont s'en servir à leur fin personnelle afin d'essayer de manipuler telle ou telle personne pour ensuite récupérer les bénéfices de cela. Et tous les clubs font ça. Quand je parlais du PSG, par exemple, c'était pas une mauvaise idée. Ils ont réuni un peu tous les comptes qui avaient un peu d'influence pour essayer ensuite de faire quelque chose. Le Real, vous croyez qu'ils font pas pareil? Bien sûr, avec certains médias qui sont importants également sur les réseaux, où ils vont obtenir des accréditations, presse, etc. Et donc aujourd'hui, Twitter c'est presque devenu un média à lui seul et les petits médias à l'intérieur sont choyés et bien considérés par les clubs. Enfin sur Twitter on a aussi les journalistes qui parfois ne regardent pas les matchs mais vont simplement se fier aux avis Twitter pour ensuite expliquer cela. Et enfin il y en a d'autres qui partent de rien, qui espèrent, voilà, par leur travail, ils vont montrer, regardez j'ai fait tel truc de scouting, j'ai telle info, etc. pour essayer de récupérer une place dans le milieu. Et si certains ont des attitudes très nobles et des compétences certaines, très clairement, il y en a d'autres, ce sont d'énormes opportunistes qui sont des énormes lèche-bottes, il n'y a pas d'autre mot, et qui vont tout faire pour essayer d'obtenir un job, c'est-à-dire en valorisant la direction, en valorisant ci et ça, dans l'espoir qu'on les regarde, ils disent attendez, mais lui on va faire quelque chose. Et en fait c'est une course assez malsaine parce qu'il y en a certains, simplement pour leur ego, pour des likes et tout, ça va dénaturer. Pourquoi on va se poser une question? Tout ce qu'on voit sur X ou Twitter, il y a quoi de vrai au final? C'est parce qu'en souvent on peut critiquer certains médias, mais aujourd'hui là c'est encore pire parce que t'as pas forcément de vérification, que ça soit au niveau légal, que ça soit aussi derrière, est-ce qu'il y a pas des deals secrets et tout. Et le véritable problème qu'on a, c'est la porte ouverte à toutes les interprétations, et surtout une seule, c'est que si tu veux ta place dans les médias ou autres, plus tu as de followers, plus on dit que tu as d'influence, plus tu vas être bankable, plus tu vas récupérer des postes. Parce qu'aujourd'hui, tu as des gens, des filles ou des garçons, qui sont récupérés dans les médias pour ça, hein. Pas pour leurs compétences et tout, mais parce qu'ils vont aussi tweeter ce que les gens ont envie d'entendre, des fois avec quelques bonnes infos, que certains vont leur filer, pour les transferts, et là on va dire oh là, le mec il connaît, etc. et tout. Et c'est pour ça que c'est très piégeux, parce que souvent en fait ce sont des gens qui sont complètement manipulés, qui sont complètement tenus. Deuxième point, Facebook. Alors c'est vrai que ça peut peut-être paraître un peu surprenant parce qu'on se dit que c'est un réseau vieillissant, mais pas forcément, parce que notamment en Afrique c'est ultra important, et pour en avoir parlé avec des joueurs de l'équipe nationale de Tunisie, combien de sélections sont faites avec les pages Facebook. Il y a une telle pression populaire et médiatique à travers Facebook qu'il y a des choix qui sont réellement faits pour ça.
Pareil pour Madagascar et pareil dans d'autres pays, en Asie aussi. Je sais que ça paraît complètement fou, mais t'as des pages Facebook contre un peu d'argent qui vont faire de la promotion, qui vont faire ci, ou qui vont matraquer une autre personne. Alors je le parle notamment pour la Tunisie parce que là j'en ai parlé à tellement et même encore il n'y a pas longtemps. Les mecs étaient complètement outrés, je parle de joueurs de la sélection, de ce qui est en train de se passer sur certaines pages et tous les enjeux qu'il y a derrière. Parce que comme vous voyez pour Twitter ou pour Facebook, il y a souvent le pognon qui est derrière. Le pognon ou l'ego. C'est pour ça qu'encore une fois, avec toutes les infos qu'on voit ici et là, alors on n'a jamais eu autant d'accès, mais il n'y a jamais eu autant de fake. T'as presque l'impression. Et c'est pour ça que c'est super dangereux. Et Instagram, c'est le dernier point. Là, c'est pour montrer genre qu'on travaille. Mais pareil, je l'ai déjà dit dans les vidéos sur l'hygiène de vie. Quand on est là, ouais, no pain, no gain, etc. Tu vois quelqu'un court sur le tapis. Donc en fait, on va avoir 10-15 secondes. Mais vous, quand vous allez à la salle, vous pouvez faire pareil. Hein. Si vous mettez sur le tapis 3 minutes, mais quelqu'un vous filme, et là vous faites pendant 1 minute à, je sais pas, à 18, admettons. On va dire, le mec incroyable, il travaille, mais peut-être que t'as fait que 3 minutes. En fait, tu peux montrer aux gens ce que tu as envie de montrer. Et pourquoi les réseaux sociaux sont si importants pour les clubs? C'est qu'aujourd'hui, je le répète, il y a quasiment plus d'interviews. C'est-à-dire que tout est contrôlé, et souvent les questions sont envoyées à l'avance. Je rappelle toujours cette anecdote parce qu'elle est importante. Mais tous les diffuseurs de la Première Ligue, ils ont des interviews exclusives, c'est 10 minutes montre en main, les questions sont envoyées à l'avance. Donc on peut pas me dire non plus que c'est du journalisme, c'est peut-être de la communication, mais du journalisme, c'est pas ça le thème. Parce que là, ça montre bien que tu es tenu. Et s'il y a des questions qui plaisent pas, elles ne seront pas posées dans bien des cas. Aujourd'hui, tu as des clubs de national, ils refusent, ils rechignent pour donner des interviews. Troisième division française. Je sais pas si on se rend compte un peu du délire. Aujourd'hui, il faut passer par les entourages, il faut que le club valide, que ci, que ça. Aujourd'hui, on a des interviews exclusives parce qu'on les fait à l'occasion de la sortie d'un produit, d'une nouvelle chaussure ou que sais-je encore. Ce sont des interviews dites sponsorisées. Donc on se rend bien compte que la franchise là-dedans, c'est dur. Et aujourd'hui, les joueurs s'affranchissent de plus en plus de ça. Ils prennent un modèle américain, notamment à travers le podcast. Et donc un peu type NBA, tout ce qu'on peut voir. Mais les clubs, ils sont trop contents d'avoir les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, ils vont te dire interview exclusive. Bah encore heureux que c'est une interview exclusive. Le joueur, il est dans ton club. Non mais vous imaginez quand même le degré de foutage de gueule. Et donc en fait, c'est pourquoi aujourd'hui il y a de plus en plus de points gérés médiatiquement par les clubs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout contrôler. Et c'est comme ça qu'on se passe de plus en plus du journalisme avec un grand J. Et encore une fois, il ne faut pas une carte de journaliste. Hein. Il y a des gens sur Twitter ou sur les réseaux, ils font du journalisme. Parce qu'ils vont au bout des choses. Ils font plein de choses intéressantes. Et il y en a dans les médias qui sont en effet de très bons journalistes et d'autres qui sont des communicants. On l'a évoqué pendant des années, voir ce que faisait Mohamed Bouafsi avec certains amis présidents, etc., qui l'appelaient. Voir ce que fait un Étienne Moati à l'équipe, quand on l'appelle ici et là, certains dirigeants du football français. C'est à peu près la même mécanique. Et attention, j'ai pris l'exemple de ces deux personnes-là, je peux en prendre évidemment bien d'autres. Donc, pourquoi aujourd'hui c'est aussi important Twitter, Facebook, Instagram et tout, c'est que les clubs peuvent contrôler de A à Z ce qu'ils vont montrer aux gens. Et donc ils vont montrer ce qu'ils ont envie et ce que les gens ont envie d'entendre. Oh c'est la famille, oh c'est la passion, c'est un travail, etc. Pour que tout soit carré. Mais gare à vous si vous voulez dire attention, peut-être qu'il y a un souci. Parce que là les méthodes des clubs, elles sont très claires. C'est soit c'est une stratégie d'influence, mais ça te fera toujours passer pour un délirant ou que sais-je, soit ça va carrément t'harceler dans des proportions parfois assez incroyables. Et en fait, c'est ça le problème, et c'est pour ça que je demande aux gens, même pour moi, hein, de toujours être critique vis-à-vis de ce qu'on dit, de tout ce qu'on lit, etc. Parce que plus que jamais, à l'heure de tous les réseaux sociaux, où là maintenant, t'as des clubs hypocrites qui vont dire, allez, on met sur Blue Sky, etc. et tout. Alors pour le coup, sur Blue Sky, c'est marrant, parce qu'aujourd'hui, t'as je ne sais pas de compagnies, de sociétés de communication, d'influence et tout ça, qui sont en train de commencer à investir Blue Sky pour justement préparer des dites armées numériques, notamment à but sportif et footballistique. Donc Blue Sky, ça va être un autre business, c'est absolument pas pour qu'est-ce que ça, c'est simplement pour se donner bonne image, parce que c'est littéralement ça. Les réseaux sociaux, pourquoi les clubs veulent autant le manipuler? C'est simplement pour le contrôler, pour s'affranchir de plus en plus des médias, du journalisme et des voix critiques. Bref, je pense que j'en ai assez dit pour tous ceux qui s'intéressent à ce sujet du troll farming, de la manipulation sur les réseaux, etc. J'en ai parlé également dans ce livre-là, notamment sur les Émirats. Le livre que j'ai fait sur géopolitique, sur la guerre au Yémen avec Boutaïna Farouk. Vous pouvez le retrouver, et l'industrie du foot 2 pour ceux que ça intéresse. Hein. J'ai mis les liens en description, mais au moins vous aurez tous les détails, etc. Que ça soit dans le football ou dans la politique, parce que encore une fois, on remarque que les méthodes sont bien souvent les mêmes. Bref, encore désolé pour ma voix, mais keep the faith quand même.